Question que 3 ou 4 ou 5 Canadair viennent larguer là où on a des troupes au sol, parce que c'est dangereux, que ça génère des accidents. Et on va voir, regardez, lieutenant-colonel Pingano, voici la surface qui a été parcourue aux alentours de 13h, 13h30, la surface parcourue par les flammes, on voit 14 000 hectares. Ce que l'on comprend, c'est que, vous le disiez, on va essayer de diriger le feu. C'est pour ça qu'il est pour l'instant contenu sur une sorte de langue qui se dirige vers la mer. C'est cela, en fait, vous avez l'origine du feu, et en fait, alors de façon très simple, le feu, normalement, se propage en forme de triangle. Donc, plus il se propage, plus le triangle s'agrandit, plus le front de flamme, à savoir la partie devant, est importante. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les flancs. Là, en l'occurrence, le feu s'est propagé, il y a eu des sautes de feu, il y a eu beaucoup de propagation, donc c'est pas aussi simple que ça reste une opération bien évidemment complexe, mais l'objectif des sapeurs-pompiers, du commandant des opérations de secours, le chef des pompiers sur ce dispositif, va être justement d'essayer de contenir ces flancs pour les resserrer le plus possible, de façon à ce qu'à un moment donné, on puisse attaquer de façon efficace ce front de flamme. Et ça prend du temps. Et puis il y a les aléas du vent, parce qu'entre ce qu'on calcule, ce qu'on pense, eh bien il faut s'attendre à être surpris. Et malheureusement, tous les calculs et toute la modélisation que nous pouvons faire, dans la vraie vie, ça marche pas toujours aussi bien. On va revenir sur l'aspect météorologique, les conditions qui sont évidemment, qui peuvent être l'allié ou bien l'ennemi des pompiers dans ce type de situation. Un mot avec vous tout de même sur la zone. On parle de massif, on parle de zones extrêmement boisées, peut-être escarpées. Ça aussi, c'est une difficulté pour les sapeurs-pompiers. C'est une difficulté. C'est ce qui génère d'ailleurs aussi le fait qu'on ait cette propagation de feu extrêmement rapide. Souvent, on parle de la règle des 3,30. Moi, j'aimerais bien parler de la règle des 4,30. Alors, on va innover à BFM TV. On parle de sécheresse, on parle de vitesse de vent, on parle... et moi, j'aimerais qu'on parle de 4e 30, qui serait finalement le degré de la pente. Si vous avez des pentes à 30 degrés, ben forcément, vous avez une vitesse de feu. C'est comme quand on incline une feuille de papier. Exactement. Si vous voulez faire brûler une feuille de papier, si vous la mettez à plat, ça va prendre du temps. Si vous la mettez à la verticale, eh bien, elle va s'enflammer quasi instantanément. Ce serait notre 4e 30. On va aller parler tout de suite de la météo, parce que c'est évidemment ce qui va nous concerner dans les prochaines heures. Kevin Fleury, journaliste météo climat BFM TV. Kevin, le paramètre que l'on surveille actuellement et dans les prochaines heures, c'est le vent. Oui, en effet, c'est le vent. Sur notre carte que l'on verra un petit peu plus tard, on découvrira en effet les dernières rafales enregistrées par les différentes stations Météo France. Non, ce qui nous préoccupe aussi quand on voit les images de ces feux de forêt, c'est le sens de déplacement de la fumée. Ça vous donne une indication assez logique sur l'orientation du vent. On va peut-être voir des images. Là, c'est le logiciel météo, on le développera un petit peu plus tard. C'est la puissance aussi des rafales, voilà, qui s'engouffre et qui génère finalement ce couloir. Là, on peut imaginer un couloir avant la tramontane, et c'est pour cette raison que le feu est parti de Ribot. La tramontane part d'ici et s'engouffre vers la mer. Exactement. Après, vous avez, ça a été très bien expliqué à l'instant sur le plateau, vous avez évidemment parfois des sens de déplacement différents du feu, parce que le feu lui-même génère son propre vent. C'est une boule d'énergie, hein, un incendie. Et puis en plus, vous avez la géographie qui est à prendre en compte. On a des pentes, on a des collines, on a évidemment du relief. Et donc, quand vous avez une rafale de vent qui s'engouffre entre deux collines, évidemment, le sens du vent est bien différent de la tramontane qui circule du nord-ouest, de Carcassonne, jusqu'en direction de la Méditerranée. Kevin, les prochains jours, les prochaines heures s'annoncent comment? Est-ce qu'on peut entrevoir une amélioration ou pas du tout? Alors là, à l'heure actuelle, on a plusieurs stations météo qui sont juste ici, sur la côte, et les derniers relevés de sens de circulation du vent évoluent. C'est-à-dire que le vent tourne. Pas forcément une très bonne nouvelle. Ouais. La seule chose que l'on peut dire, c'est que quand vous allez avoir un vent qui va s'engouffrer de la mer Méditerranée et remonter dans l'intérieur des terres, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a l'eau et donc de l'humidité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un vent qui va être chargé d'humidité. Ça va faire remonter l'humidité sur le terrain. Remonter l'humidité. D'ailleurs, à l'heure actuelle, hein, par exemple, dans la région de Narbonne, il y a une station météo, on est autour de 40% de taux d'humidité. Donc on est plus haut que la journée d'hier. Donc ça, c'est déjà un paramètre favorable. Pour autant, ça reste du vent. Donc on sait que le vent, c'est un facteur aggravant qui va accélérer le développement de l'incendie, qui peut le faire repartir. Hein, s'il est maîtrisé, on peut avoir en effet dans les prochaines heures de nouveau le réveil du feu. Là, ce qui va clairement nous préoccuper maintenant en fin de semaine, c'est la chaleur. On confirme l'arrivée d'une nouvelle canicule en France. Avec donc sur ces régions-ci? Sur ces régions-ci, avec évidemment des températures qui vont monter très haut sur nos thermomètres, 34, 35 degrés, voire au-delà. Alors je ne sais pas si en régie on a cette image, mais on voulait vous parler de cette image satellite très impressionnante qui a été prise, je crois, hier ou alors ce matin, ce serait à confirmer. On va peut-être la voir en régie, cette image satellite, qu'on va commenter avec vous, Kevin.
Elle va arriver dans quelques instants, alors qu'on voit ici un clan 9 avec les pompées évidemment pour laisser les pompiers agir. Ça cause de gros soucis en effet sur les axes secondaires. Et on verra tout à l'heure aussi des images de bouchons très impressionnants à Narbonne. Voilà, alors voici cette image déjà prise depuis un Canadair. Alors ça c'est vraiment clairement l'une des images les plus impressionnantes depuis le début du sinistre. Ça a été pris hier, fin d'après-midi, début de soirée. Vous avez ici, on reconnaît bien évidemment le Canadair, couleur jaune et rouge. Et regardez l'étendue du feu. On le voyait à l'instant, si on peut remettre l'image, regardez l'étendue du feu avec les flammes qui ont atteint 30-40 mètres de hauteur et la forme que prend la fumée. On voit juste ici à côté de vous, Valentin, que la fumée elle a du mal à s'élever dans un premier temps. Elle est comme plaquée au niveau du sol. Ça nous donne une indication. La première, c'est qu'il y a du vent et qu'il va falloir en effet surveiller les rafales de vent. Hier, 60-70 km par heure. Et ensuite, la fumée beaucoup plus compacte qui s'élève et qui a donné lieu très tôt ce matin à un nuage assez surprenant. Un pyrocumulus. Je vais un mot quand même sur cette image. On voit cette étendue des flammes. C'est ça qui va être très compliqué pour les pompiers, c'est de lutter contre ces centaines de mètres, voire de kilomètres pour aller lutter. Et donc ça, évidemment, tous les paramètres météo vont rentrer en compte dans les Canadair qui vont devoir aller sur le terrain en fonction du vent, en fonction évidemment aussi des nuages de fumée qui vont les empêcher d'aller attaquer le feu. On va peut-être revoir aussi cette image satellite qu'on avait tout à l'heure avec vous, Kevin. Voilà, cette image satellite très impressionnante. Qu'est-ce que c'est ça ici? Ça, c'est justement l'incendie. Ouais, c'est l'incendie, c'est le cœur chaud de l'incendie. Et là, vous avez un nuage, centaines de kilomètres environ de distance, donc la fumée qui est issue de cet incendie, qui se décale vers la Méditerranée. Intéressante, alors évidemment pour vous montrer l'importance de l'incendie, mais aussi le sens du vent. C'est pas pour rien que le nuage de fumée se décale comme ça en direction du sud-est. C'est en raison de la tramontane. Clairement, avec cette image, avec les images de nos envoyés spéciaux depuis ce matin, avec les satellites évidemment qui collectent des informations précieuses, on est sur un méga feu à la française, si vous voulez. On est sur un incendie qui est durement contrôlable en raison des paramètres météo à l'instant T, mais aussi de notre historique climatologique. Ça fait plusieurs années maintenant que dans cette région, on souffre de la sécheresse. Alors oui, on a eu de beaux épisodes orageux durant le mois de juillet, mais ça c'est pas suffisant évidemment pour rendre de l'humidité à cette végétation totalement asséchée. Merci beaucoup Kevin pour toutes ces explications. Donc pour l'incendie le plus important du 21e siècle, Maëva. Merci beaucoup Kevin. On va continuer évidemment de détailler la lutte contre les incendies, les moyens qui sont en place, les enquêtes également en cours. Mais d'abord, priorité au terrain. On essaye en permanence d'aller sur le terrain, retrouver nos équipes sur place. On va les retrouver. Pierre Barbin, vous êtes avec Corentin Guistaud au niveau de la commune de Saint-Laurent de la Cabrerise. Donc c'est une commune qui a été extrêmement touchée par ces incendies. On vous voit au milieu d'une scène chaotique, une scène de désolation. Racontez-nous ce que vous voyez autour de vous. Oui, ce qui a été très impressionnant et ce qui est d'ailleurs toujours très impressionnant, c'est que ce village a été entouré par les flammes. On voit vraiment ce paysage et ces terres noircies par les flammes. Ça a été très impressionnant. Ce lotissement qui est juste à côté de nous a été en partie ravagé. Il y a de nombreuses maisons qui ont été détruites. On sait qu'une femme est morte, une femme de 60 ans, qui était dans sa... Ah, de 60 ans, elle a la meuf. Les pompiers ce matin, et c'est vrai que c'est un 60. paysage de désolation. Beaucoup de monde aujourd'hui se disent choqués par ce qu'il s'est passé. Il y a eu beaucoup de frayeurs, bien évidemment. On sait aussi que les pompiers continuent leur travail ici, aux alentours, dans les kilomètres aux alentours de cette commune. On voit vraiment de nombreux camions de pompiers qui sont toujours au travail. Il y a surtout beaucoup de points chauds encore. On voit beaucoup de fumée à plusieurs endroits. C'est ce qui est problématique d'ailleurs pour les pompiers, c'est qu'il y a du feu un petit peu partout dans cette végétation. Il y a toujours les Dash et les Canadair qui sont au travail. On voulait aussi vous montrer quelque chose d'intéressant, alors qu'on voit au fond, au second plan, cette fumée qui est toujours assez impressionnante, avec donc ces pompiers qui continuent de travailler. Ce qu'il faut expliquer sur cette végétation, c'est qu'il y a de nombreuses barrières naturelles, si on peut dire ainsi. On les voit sur ces images de Corentin Guistaud. Ce sont ces vignes, et bien ces vignes ont permis aussi de faire barrière à l'incendie, puisque comme il y a très peu de végétation dans ces terres, et bien le feu s'est arrêté. Donc
C'est vrai qu'on voit que les vignes sont plutôt épargnées autour de cette commune, mais c'est vrai qu'on pense les plaies, on constate déjà ici les dégâts dans ce lotissement en grande partie ravagé avec plusieurs maisons détruites qui n'ont pas résisté aux flammes très violentes hier. Ce qu'il faut expliquer également, c'est que le Premier ministre François Bayrou est attendu ici cet après-midi aux alentours de 16 h au poste de commandement. Il rencontrera bien sûr les élus, les pompiers qui sont toujours sur le terrain, mais aussi les sinistrés. Il sera accompagné notamment de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Ce sera bien évidemment à suivre à partir de 16 h sur BFM TV. Notre envoyé spécial Pierre Barbin sur des images de Corentin Guiscand depuis Saint-Laurent de la Cabrerie. Un mot avec vous, lieutenant-colonel Pingano, sur ces flammes et ces 2000 pompiers qui sont mobilisés. Ce qui va aussi être important dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, c'est évidemment d'attaquer le feu, là où il est le plus actif, mais aussi de traiter les reprises de feu. Oui, alors les reprises de feu, ça reste à l'intérieur du feu, c'est pas forcément la plus grosse priorité aujourd'hui. C'est d'une part effectivement de resserrer les flancs pour pouvoir effectivement arriver à fixer ce feu avant la nuit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, mais c'est également prévoir plutôt les sautes de feu liées à la météo, ces sautes de feu qui peuvent générer des nouveaux départs de feu qui pour le coup vont fortement compliquer l'action des sapeurs-pompiers, parce que c'est tout un dispositif qu'il faut déplacer, et vous l'aurez compris, quand vous êtes une colonne de renfort, ça représente une vingtaine d'engins de sapeurs-pompiers, ça se déplace pas à des vitesses très rapides, c'est pas très agile, et pour intervenir sur ce type de sinistre, il faut plusieurs colonnes pour intervenir systématiquement sur tout nouveau départ de feu, qui lui pourrait générer de nouveau un feu extrêmement important. Donc il y a traiter cet incendie, essentiellement les flancs et la tête de feu le plus rapidement possible pour le fixer, donc éviter qu'il se propage, tout en ayant à l'esprit que potentiellement on peut avoir des reprises de feu un petit peu partout en raison de la météo, soit par des moyens terrestres, mais plus efficace, ce serait encore systématiquement d'envoyer immédiatement les moyens aériens qui sont engagés sur le gros feu en lui-même, mais qui peuvent être détournés pour traiter ces départs de feu à côté. Alors on parle beaucoup de la lutte actuelle, l'urgence qui est de lutter contre ces flammes. Si on remonte un tout petit peu sur l'anticipation, est-ce que selon vous, on anticipe suffisamment ces feux en ce qui concerne le débroussaillage, la détection aussi des départs? Est-ce qu'on agit assez sur ces axes-là? Écoutez, plus le temps passe, plus je suis persuadé qu'aujourd'hui ce changement climatique s'installe et que c'est pas en rajoutant des sapeurs-pompiers, en rajoutant des tonnes et des tonnes d'avions qu'on va régler la situation. On voit bien que hier la situation était particulièrement anticipée. Il y a eu beaucoup de moyens qui étaient prépositionnés. Les sapeurs-pompiers de l'Aude étaient prêts, les sapeurs-pompiers de la zone sud étaient prêts, les sapeurs-pompiers de France étaient prêts à intervenir sur ce type de sinistre. Pour autant, sa rapidité à se déplacer, à se propager hier a été tellement forte que finalement les moyens se sont avérés très rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit l'anticipation qu'on met en place, il y aura forcément des incendies. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des milliers de pompiers partout en France au même moment. Pour traiter ce feu hier, il aurait fallu qu'au même moment, au moment où il est parti, on puisse avoir déjà peut-être 200, 300 sapeurs-pompiers mobilisés. Quand ils arrivent 20 minutes ou 30 minutes après, parce qu'il faut se déplacer et arriver au départ de feu, c'est déjà trop tard. Voilà. Donc il faut, je crois, aujourd'hui engager des réflexions, et d'ailleurs certaines existent aujourd'hui, pour réfléchir justement à éviter ces feux, repenser peut-être le type de végétation, repenser l'organisation de cette végétation avec des lignes coup-de-feu. Enfin bref, en tout cas c'est une réflexion de fond qu'il faut avoir en acceptant qu'on ne peut pas lutter contre la nature, mais qu'il faut faire avec. Et ces réflexions de fond, on les aura justement peut-être avec des réponses tout à l'heure à 16 h avec ce déplacement du Premier ministre François Bayrou, accompagné de son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Un mot, Anthony Lebos, avec Emmanuel Macron, qui, on vient de l'apprendre, a contacté les élus de l'Aude. Oui, de sources locales, de sources concordantes, on a appris qu'Emmanuel Macron avait téléphoné directement à plusieurs élus du département de l'Aude. Il fait ça souvent lors des moments de crise. Le chef de l'État qui est au fort de Brégançon dans le Var en ce moment, il a donc appelé directement des élus de l'Aude pour avoir des remontées de terrain, pour évidemment leur apporter son soutien et puis faire un point de situation avec eux, parce que c'est le plus gros feu de l'été en France, et même depuis une vingtaine d'années maintenant, ça avait même près d'un siècle. Absolument, ça a même dépassé le feu de Landiras en Gironde, un méga feu qui avait marqué l'opinion, marqué les Français en 2022. à Landiras, où d'ailleurs le chef de l'État s'était rendu il y a 3 ans. Anthony, il y a également, on le disait, ce déplacement de François Bayrou et de Bruno Retailleau. Ils sont attendus vers 16 h sur place. Que peut-on attendre? Quels vont être les objectifs de ce déplacement? D'abord, tenter de rassurer la population, évidemment, apporter leur soutien
aux sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Ils sont plusieurs milliers mobilisés sur le terrain. Alors le chef du gouvernement va arriver à 16 h, donc il y aura un point de situation au poste de commandement à Saint-Laurent de la Cabrerie. Ensuite, il y aura des échanges avec des élus, des habitants sinistrés, des viticulteurs également. Il y aura bien sûr une expression de la part du chef du gouvernement. Alors il y a des annonces qui peuvent être attendues évidemment en fonction de l'évolution du feu, peut-être des annonces de renfort, des annonces de mesures d'urgence aussi pour venir en aide aux habitants qui sont sinistrés. Et puis à l'issue de ce point presse, le chef du gouvernement va se rendre au Centre national de coordination de la sécurité civile. Ça, ce sera à Nîmes. Anthony, il y a aussi peut-être des interrogations qui vont être lancées par des journalistes sur les moyens actuellement engagés sur ce feu, les moyens aussi de la flotte française en général. On sait qu'il y a eu plusieurs polémiques sur des coupes budgétaires. Quel est l'état de la situation sur notre flotte française actuellement? Alors, regardons les chiffres tout de suite. Il y a 23 avions qui composent la flotte aérienne française de la sécurité civile pour lutter contre les incendies, 12 Canadair, 8 avions Dash qui sont aussi des bombardiers d'eau, 3 Beechcraft qui sont des avions de reconnaissance. Alors, c'est une flotte qui est assez vieillissante, c'est ce qu'a prouvé notamment un rapport parlementaire de l'année dernière. C'est une flotte aussi qui est sous-dimensionnée par la multiplication des feux, par la férocité des flammes aussi, parce que la saison des feux s'étend énormément et s'étend aussi géographiquement. Et donc sur le volet notamment des Canadair, Emmanuel Macron avait promis justement à Landiras et en Gironde il y a 3 ans de progressivement remplacer les 12 Canadair, d'en racheter 4 aussi, d'en commander 4. Pour l'instant, on en est assez loin du compte et de cette promesse d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a pour l'instant 2 Canadair qui ont été commandés, mais qui seront livrables à partir de 2028-2029. Il y en a 2 autres qui avaient été commandés, mais qui ont été annulés par décret sous le gouvernement Attal pour réduire les budgets. Et Bruno Retailleau, le mois dernier, avait dit non, je souhaite qu'il y ait encore 2 commandes supplémentaires. Et la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, dans le cadre des présentations des pistes budgétaires, avait annoncé qu'elle souhaitait sanctuariser, que le gouvernement souhaitait sanctuariser des moyens supplémentaires dans la lutte contre les feux et les incendies. Merci Anthony Lebosco, lieutenant-colonel, parce que ce qu'on peut rappeler, on ne l'a pas forcément en tête, c'est que ces moyens, ces Canadair, ça coûte extrêmement cher. Même le largage, par exemple, de produits par les Canadair, c'est aussi extrêmement cher. Ça, on l'a pas forcément en tête. C'est compliqué d'investir. Alors un Canadair, c'est 60 millions d'euros. Ouais. Voilà, maintenant 2 Canadair commandés. Un premier, effectivement, il faut espérer qu'il soit livré en 2028. Ce ne sera pas les 2, un seul. Le deuxième, pas avant 2031-2032. Pour une raison simple, c'est que la société au Canada qui fabrique les Canadair avait arrêté la production de ces avions et vient de recommencer la production suite à aux nombreuses demandes qu'ils ont reçues. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, s'agissant des produits, effectivement, un Canadair, lui, rejette de l'eau, donc il va chercher l'eau dans la mer, il la jette. Ça coûte rien. Par contre, l'entretien d'un Canadair, ça coûte beaucoup d'argent. Et en particulier en ce moment, quand toute la flotte quasiment est sollicitée. S'agissant des Dash, j'avais le prix ici. Donc les Dash, je vous le rappelle, l'arc du retardant. Le retardant, c'est 50 centimes le litre. Un Dash, c'est 10 000 litres. Donc chaque largage de retardant d'un Dash, ça coûte aux contribuables français 5 000 euros. C'est considérable. C'est pas simplement à volonté, on l'a pas forcément bien en tête. On l'a pas forcément en tête. Alors quand je vous parle 5 000 euros de largage, ça comprend effectivement le produit retardant en lui-même, mais aussi toutes les opérations de livraison de ce produit retardant sur les différents pélicandromes. Le pélicandrome étant cette zone sur certains aéroports équipés pour que les Dash puissent se poser et être alimentés en retardant par des équipes au sol avant de redécoller et relarguer ce produit sur zone. Lieutenant-colonel, sur ces moyens aériens qui sont actuellement mobilisés, il y a les Canadair, il y a ces petits hélicoptères, petits d'ailleurs pas que, il y en a aussi des gros hélicoptères. Il y en a un gros et puis il y en a des petits. Voilà, on avait aussi vu ces images du ministère des Armées qui avait converti un A400M avec un dispositif pour pouvoir larguer massivement des milliers de litres d'eau. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce qu'on pourrait potentiellement être déployé sur ces feux-là? Alors, il y a des projets. Alors, effectivement, on a vu ces images très impressionnantes de l'A400M qui est équipé d'un kit spécifique. C'est un avion militaire. Feu de forêt. C'est un Airbus A400M. C'est un avion militaire équipé d'un kit spécifique pour pouvoir effectivement larguer du retardant ou de l'eau. C'est capacité d'emport 20 000 litres. Voilà, donc 2 fois plus qu'un Dash actuellement. Donc c'est effectivement considérable. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, personnellement, je n'en sais trop rien. Pour en discuter avec un certain nombre d'experts, c'est ce qu'on pourrait appeler une fausse bonne idée. Tout d'abord parce que c'est pas forcément un avion qui est très facilement manœuvrable sur des zones montagneuses comme on a souvent en feu de forêt. Ensuite, il faut avoir des pilotes spécifiquement formés à la lutte contre le feu de forêt. C'est très compliqué. Vous l'avez dit, c'est un avion militaire. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait prendre les avions militaires qui sont utilisés sur des opérations extérieures
pour les mettre à disposition de la sécurité civile pendant les opérations feu de forêt. Et puis pendant toutes ces opérations, il faudrait également que les pilotes soient mis à disposition de la sécurité civile pour pouvoir utiliser ces avions. Donc ça fait beaucoup de si et beaucoup de peut-être pour que cette solution soit possible. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais en tout cas, elle n'est pas si simple qu'on pourrait l'imaginer. Il y a d'autres projets qui sont aussi intéressants en France aujourd'hui, avec des sociétés qui développent aujourd'hui des projets d'aéronefs de lutte contre le feu de forêt. Moi, je pense par exemple à la société Inareo, qui développe, donc, qui est basée en Gironde, et qui développe un avion sur la base d'une frégate, ce qu'on appelle F-100. Ce serait un hydravion, donc comme un Canadair, qui sera en capacité d'aller chercher l'eau dans les lacs et sur l'océan, si on est en Gironde, ou en mer Méditerranée, et qui aurait une capacité d'emport d'environ 10 000 litres. Et là, le vrai sujet par rapport à cela, c'est que ça nous permettrait de contourner la difficulté de livraison de la société qui fabrique les Canadair au Canada. On aurait un produit franco-français, ce qui est quand même pas mal. Ce ne sont pas les seuls à travailler sur ces projets d'aéronefs. La société Kepler travaille également sur le sujet, cherche une levée de fonds pour équiper et convertir les ATR-72. Cette fois-ci, ce ne serait pas un avion amphibie, mais ce serait un avion qui serait en capacité d'emporter 7 500 litres. Donc on serait entre le Canadair et le Dash aujourd'hui. Là aussi, une société française et qui serait, là encore, une solution intéressante pour compléter les moyens aériens de la sécurité civile. On voit les solutions qui commencent à être de plus en plus nombreuses à être envisagées face à... De plus en plus nombreuses, des solutions françaises. Oui, pour éviter de dépendre. Voilà, je crois. Ça nous évite de dépendre d'autres sociétés. Et le réchauffement climatique, il n'est pas franco-français, lui. Alors justement, c'est parce que c'est pour ça, ces solutions qui se multiplient, Kevin, c'est parce que on a une multiplicité des incendies simultanément, on a une saison des incendies qui démarre de plus en plus tôt et qui touche aussi des territoires, notamment récemment la forêt de Brocéliande, donc des territoires de plus en plus vastes. Oui, la Bretagne, voir des Canadair survoler la Bretagne, c'était inimaginable. Maintenant, on craint de les revoir chaque année. Rappelons aussi que la France est le 4e pays européen le plus boisé. Donc, ce qui le rend aussi malheureusement très soumis à ces aléas climatiques, à savoir les feux de forêt. Donc en effet, c'est une conjoncture de mauvais éléments, mais qui était prévue. On s'attendait malheureusement à connaître au fil des années de plus en plus de vagues de chaleur, des canicules. C'est pas vraiment un scoop, mais demain, il y aura probablement une nouvelle vigilance orange pour canicule en France. Et on le sait, ces vagues de chaleur exacerbent d'une certaine manière les végétaux avec l'évapotranspiration qui se met en place, et donc une végétation qui est prête à brûler. Et après des vagues de chaleur. Sur la sécheresse, Kevin, où est-ce qu'on en est actuellement? Est-ce qu'il y a une sécheresse de surface importante actuellement dans le sud? Oui, alors dans le sud, ça c'est sûr. Sur le flanc ouest également, jusqu'en Vendée, jusque sur les deux Charentes, entre 0 et 40 cm. Si vous creusez chez vous, dans votre potager, dans votre jardin, vous devez vous rendre compte que le sol est complètement sec, très dur, ou alors complètement friable. Donc en effet, la sécheresse de surface est réelle. Ça ne va pas du tout s'arranger dans les prochains jours, parce qu'il n'y a pas du tout de précipitation annoncée. On est sur un gros anticyclone qui va se bloquer sur l'Europe de l'Ouest, en gros, entre les îles britanniques et la France, en début de semaine prochaine, qui, de par sa position, va faire remonter de l'air chaud sur la France et va exacerber malheureusement encore cette sécheresse. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Restez bien avec nous dans quelques instants. La suite de notre édition spéciale consacrée à cet incendie hors norme qui se déroule toujours dans l'Aude. C'est le plus important en France depuis un siècle. Plus de 16 000 hectares ont été parcourus par les flammes selon les pompiers. L'incendie est toujours en cours en ce moment. À tout de suite.